Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Bonjour tout le monde, voici pour vos esgourdes curieuses, enfin peut-être, l'émission qui vulgarise et débunne que des trucs. Nous faisons partie du Rasoir Doc, une asso toulousaine qui promeut l'esprit critique. Autour de cette table, il y a Pascal, prof d'occitan, obnubilé par l'historiographie des cathares et par le métal. Adiciat. Ensuite, nous avons Gabrielle, adoratrice de la poésie et étudiante en lettres. Salut. Enfin vient Nicolas, mathématicien et prosélyte de l'esprit critique. Bonjour. Et enfin moi, Natacha, prof d'histoire géo et fan de romans à l'eau de rose. Aujourd'hui, nous allons discuter avec notre invité des liens réels ou non entre la santé et l'alimentation. La bouffe, la graille, la mangeaille, la nourriture. Savez-vous combien de mots il y a dans la langue française pour désigner la bectance? Non? Eh bien moi non plus. Mais selon mes recherches très poussées sur Google, il y en a beaucoup, genre plus de 100. Manger, c'est un besoin, mais c'est aussi un plaisir. Mais la boustifaille n'est pas naturelle. Non. Vous ne mangez pas la même chose si vous êtes de Chine ou du Sénégal. Alors oui, on m'argumentera que c'est normal. Pas les mêmes ingrédients, pas le même climat, pas la même terre, tout ça. Et je vous rétorquerai que vous avez bien raison. Mais on n'a pas les mêmes couverts, ni les mêmes manières en France. On mange à table, le dos droit, sans mettre les coudes sur la table. Et on amène la nourriture à la bouche et non la bouche à la nourriture, espèce de malotru. Mais au Japon, des gens s'assoient par terre, on mange avec des baguettes et des cuillères. Et non seulement c'est la bouche qui va à la nourriture, mais en plus on slurpe la soupe. Casser la croûte semble déjà compliqué, rien que si on veut respecter les codes de bonne conduite. Mais manger, c'est aussi faire de la politique. On n'ingurgite pas de viande pour tenter de préserver la planète. On ne consomme pas telle marque parce qu'elle a soif des régions entières et tue des syndicalistes. Mais il n'y a pas que ça. L'alimentation peut devenir encore plus complexe quand on est victime de troubles du comportement alimentaire, TCA pour les intimes. Mais il n'y a pas que ça. Non, il y a toutes sortes de croyances autour de la pitance. Barbara Cartland disait qu'une alimentation saine dirige l'énergie sexuelle dans les parties concernées. Et elle sait de quoi elle parle. Elle a dicté plus de 700 romans d'amour à succès. Mais c'est quoi une alimentation saine? Que manger pour pouvoir faire l'amour tout le temps et surtout pour ne pas mourir? Des actimels? Que des aliments crus? Du chocolat? Que de la viande? Pas de viande du tout? Est-ce que manger soigne? Faut-il boire son pipi? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres encore, nous recevons avec joie, honneur et fierté Sohane Tricoire, diététicienne spécialisée dans l'alimentation végétale. Nous sommes le Rasoir Doc et enfin peut-être l'émission peut enfin débuter. Coucou Sohane. salut, Ça va? ça va très bien. Bon, on t'invite aujourd'hui en tant que vidéaste, vulgarisatrice et militant sur les alimentations végétales et tu es déjà intervenu dans enfin peut-être saison 2. Mais comment est-ce que toi donc il y a des auditeurs et des auditrices qui te connaissent, mais comment est-ce que toi tu présenterais tes activités à quelqu'un qui ne les connaîtrait pas? La première chose à savoir, c'est qu'à titre professionnel, j'exerce la diététique. Je suis effectivement spécialisée dans les alimentations végétales, donc j'accompagne à titre principal des personnes végétariennes, végétaliennes ou souhaitant le devenir, mais tout autre profil également. En parallèle de ça, c'est vrai que j'essaye de faire un travail de vulgarisation et de sensibilisation. Ouais, un peu plus près du micro, s'il te plaît. Je crois que c'est ça. Okay. C'est mieux comme ça? Ok. En parallèle de ça, j'essaie de faire un travail de vulgarisation sur tout un tas de sujets. J'ai beaucoup parlé de pseudomédecine, de naturopathie, des alimentations végétales, d'alimentation et de diététique en général. Je suis également membre du Cortex, au même titre que Nicolas, oui, ici présent, donc qui est le collectif
Alors, collectif de recherche transdisciplinaire, esprit critique et sciences. Tout à fait. Du premier coup, tu as vu, je commence à m'habituer. Et pour l'actualité brûlante, ça n'a pas encore été annoncé au moment où on enregistre, mais j'ai intégré depuis peu l'équipe de l'ONAV, l'Observatoire national des alimentations végétales, que je rejoins avec beaucoup de plaisir pour essayer de modestement contribuer à leurs travaux. Voilà en bref qui je suis. Bon, bah super, merci. Comme ça, tout le monde te connaît, hein, que ce soit les habitués du podcast ou les gens qui vont nous découvrir sur Campus FM Toulouse. Alors au début, moi je suis ta chaîne depuis le début, et au début quand tu as commencé à faire plutôt alimentation végétale que critique des pseudomédecines, j'avais un peu peur que tu publies plus grand chose ou plus rien, et que la chaîne devienne un peu répétitive à force de parler d'un sujet que moi je pensais à l'époque assez restreint, mais en fait ça n'a pas été le cas. Personnellement tu m'as fait découvrir des aspects de l'alimentation végétale auxquels j'avais pas du tout pensé, et du coup ma question, comment est-ce que tu fais pour trouver de quoi alimenter tes vidéos, et est-ce que c'est en rapport avec ton travail sur la nutrition ? Vidéo ou d'autres formats, parce que je fais aussi des articles sur mon blog, je fais aussi des petits posts sur les réseaux sociaux par moment, mais généralement ça se recoupe, hein, j'essaie de publier sur différents formats, notamment pour des raisons d'accessibilité. Comment je fais pour trouver des idées ? Effectivement, je pioche souvent dans mon expérience professionnelle, en fonction de ce que je vois en consultation. Il y a des sujets qui me semblent mériter d'être traités, où j'imagine pouvoir apporter quelque chose de plus peut-être, ou proposer un discours qui n'est pas forcément celui qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. Et à vrai dire, je fais un peu aussi un travail de veille sur les publications scientifiques en rapport avec les alimentations végétales. Et par moments, je tombe sur des études que je trouve dignes d'intérêt et sur lesquelles j'ai envie de proposer un résumé ou un regard critique. Donc voilà. Et puis parfois aussi, je me promène sur les réseaux sociaux et je vois des choses qui m'indignent et sur lesquelles j'ai envie de réagir. Et du coup, je me dis que cette indignation peut être canalisée de façon un peu constructive, je le souhaite, à travers des contenus. Merci. Alors c'est constructif et c'est intéressant, je te rassure. Et par contre, quelles ont été tes motivations pour passer de la critique de la naturopathie à ce dont tu traites aujourd'hui ? En fait, comment t'es passé de la naturopathie et de la critique à l'alimentation, à débunker autour de l'alimentation aujourd'hui ? La période où j'ai beaucoup créé de contenu en rapport avec la naturopathie, les pseudomédecines, ça correspond à la période où moi-même j'en suis sortie. Et j'avais besoin d'exprimer beaucoup de choses sur ces thématiques-là. Je pense que ça répond surtout à un besoin très individuel et personnel d'expression sur le sujet. Il s'est avéré qu'au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment d'avoir traité un peu l'essentiel et j'ai eu peur de me répéter. Et j'ai pas eu peur d'ennuyer les personnes sur ce sujet-là parce qu'il y a toujours un public pour ça, il me semble. Mais j'ai eu peur de me lasser moi-même. Et j'avais moins l'élan pour faire ça. Et un truc qui me tient à cœur dans la création de contenu, c'est de toujours respecter l'élan que je peux avoir moi pour ce que je fais. Si j'en ai envie, je le fais. Si j'en ai pas envie, je ne le fais pas, tout simplement. Et les alimentations végétales, ça a toujours été un truc qui m'a animée, y compris à l'époque où j'exerçais la naturopathie. Et comme je me suis spécialisée dans les alimentations végétales à titre professionnel en tant que diète, eh bien, ça m'a paru assez normal de continuer à travailler sur ce sujet parce que c'est une thématique sur laquelle il y a beaucoup de désinformation. Donc j'ai régulièrement envie d'en parler. D'ailleurs, juste, s'il y a des gens qui s'intéressent à la question de la naturopathie, tu as fait un gros travail un peu pour compiler toutes les critiques que tu avais fait de 12 articles sur le site du Cortex. Hein. Exactement, tout à fait. Et qui est aussi en vidéo, je crois, donc s'il y a des gens qui s'intéressent, il y a un peu tout ce que tu as fait qui est résumé là-dedans. Tout à fait. En fait, c'était un petit peu ma dernière grosse création sur le rapport avec la naturopathie et j'ai voulu effectivement compiler tous les aspects critiques que j'avais pu identifier et qui me paraissaient pertinents, et j'en ai fait une série d'articles dont j'ai fait la lecture en vidéo pour que ça puisse être accessible aux personnes pour lesquelles c'est pas forcément confortable ou possible d'en faire la lecture. Donc ouais, c'est accessible sous ces deux formats et c'est vrai que j'en ai peu reparlé depuis. On conseille aux auditeurs et aux auditrices, c'est vachement complet. Ouais, c'est un très beau et très gros travail de vulgarisation. Merci. Et effectivement, j'ai l'impression que tu as une démarche assez engagée de lutte contre la désinformation.
et donc que tu diffuses énormément sur les réseaux sociaux. Donc il y a les formats vidéo, il y a les articles que tu écris. Et dernièrement, tu as produit aussi quelques infographies, alors que personnellement j'ai beaucoup aimé. En fait, elles reprennent les codes visuels des infographies qui sont très utilisés dans la promotion de certaines pratiques vendues comme vertueuses, voire miraculeuses. Hein. Et la façon dont tu les détournes, je la trouve très habile. Donc tu reprends tous ces codes-là, mais pour faire passer ton message à toi, qui bien souvent en fait démontent des croyances séduisantes, comme par exemple les effets quasiment miraculeux du curcuma, où tu invites à développer un rapport apaisé et décomplexé à l'alimentation. Et moi, je les ai vus et c'est des choses que j'ai pas mal notées et qui m'ont amené à une certaine question, parce que, donc on va en parler en suivant, mais il me semble qu'on peut se situer parmi les militants antispécistes et animalistes, plutôt en faveur du véganisme. Et donc, je me suis demandé comment tu parvenais à articuler tous ces aspects-là, en fait, dans ta pratique. C'est-à-dire, comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre le respect des choix alimentaires des personnes que tu accompagnes et tes propres convictions? Parce que j'imagine que tu forces personne au véganisme et que voilà, tu fais pas un travail de prosélyte, en fait, en tant que professionnel. Tu leur demandes pas, enfin, tu n'arrives pas avec tes propres convictions en disant je vais vous accompagner, mais sachez que vous pouvez devenir végane. C'est super chouette. Clairement pas. J'aime bien cette question et elle est super intéressante. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se la poser. En fait, c'est très clair pour moi que la posture de professionnel de santé, elle induit le respect des choix de vie, y compris alimentaires, des personnes que j'accompagne. Et en fait, j'essaye d'être le professionnel de santé que j'aimerais avoir et que j'aimerais que mes patients et patientes végés puissent avoir. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à expliquer que les professionnels de santé sont pleins de préjugés et de ce point de vue-là peuvent être pas correctes vis-à-vis notamment des choix alimentaires de certains de leurs patients et patientes. Et voilà, j'essaie d'incarner ce que je souhaiterais voir plus souvent dans les milieux parmi les collègues. Donc non, effectivement, je n'émets pas de jugement sur les choix alimentaires de mes patients et patientes. Il s'avère que de par le positionnement que j'ai en termes de formation, les formations que j'ai suivies et les sujets que je traite habituellement, il s'avère que j'ai beaucoup de personnes flexitariennes, végétariennes ou végétaliennes dans ma patientèle. Et j'ai très peu de personnes carnistes, on va dire, qui défendent becs et ongles la consommation de viande. Donc cette posture, elle n'est pas compliquée à tenir non plus. Ok, merci. Alors en préparant cette émission, parce qu'on a un peu bossé quand même, je me suis rendu compte que la question de l'alimentation, elle était assez centrale dans de nombreux rapports de domination. Donc on reste un peu sur l'aspect politique et militant de ta pratique. Pour citer quelques références, par exemple la journaliste Nora Boisouni vient de sortir un livre il y a quelques mois qui s'appelle Manger les riches, chez Nourriturfu, où elle parle donc des inégalités sociales à travers l'alimentation. Elle avait aussi sorti en 2021 Stexisme, qui est pas très facile à dire, qui est sous-titré En finir avec le mythe de la végé et du viandard, où elle confrontait donc les stéréotypes de genre dans l'alimentation. Évidemment, on pourrait également parler de domination envers les autres espèces, donc de spécisme, vu qu'on exploite en fait toutes ces espèces pour se nourrir, mais aussi des rapports de domination des adultes sur les enfants via les contraintes qu'on leur impose sur leur repas. On pourrait parler de grossophobie, de validisme ou de racisme. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de discrimination et de systèmes de domination passent par notre rapport à la nourriture. Est-ce que tu fais ce constat aussi? Et est-ce que tu penses, Sohan, que les luttes sociales passent par nos assiettes? Oui, c'est un grand oui. Et d'ailleurs, je porte actuellement une veste avec un logo de Griffu qui dit « Mange du riche, pas des animaux ». Oui, clairement. C'est un sujet qui est passionnant et je pense que beaucoup de professionnels de santé, que tout le monde gagnerait à ce que les professionnels de santé se penchent un petit peu sur cette dimension-là. Il y a une grosse dimension classiste, effectivement, dans le rapport à l'alimentation, les jugements qui sont faits sur les choix alimentaires des gens. Moi, j'essaie de travailler autant que possible sur la grossophobie en tant que personne non concernée, mais en tant que professionnel de santé qui accompagne
des personnes grosses et j'ai énormément de demandes de suivi pour des considérations de perte de poids. Et donc je fais constamment évoluer ma pratique par rapport à ça pour éviter de tomber dans les schémas classiques et oppressifs de culte de la minceur et de régime amincissant qui sont plus problématiques qu'autre chose. Et donc la façon que j'ai de travailler aujourd'hui n'est pas celle que j'avais de travailler il y a 6 mois, il y a 1 an. J'essaie de prendre en considération tous ces aspects-là autant que possible pour faire évoluer ma pratique en fonction de ça. Et j'essaie modestement de placer des petites choses en rapport avec ça dès que je le peux. T'évoquais le racisme aussi. Effectivement, il y a une dimension qu'on peut relier avec la question précédente concernant quelle est la posture en tant que professionnel de santé. C'est-à-dire que ça peut être bien de ne pas essayer d'imposer des normes culturelles qui relèvent de la norme dominante, notamment vis-à-vis d'autres cultures des personnes qu'on peut accompagner qui baignent dans d'autres cultures. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire et je pense effectivement que beaucoup de luttes passent par notre assiette et peut-être on n'a pas évoqué celle-ci, mais la lutte contre le spécisme, on n'en a pas encore parlé, mais ça passe effectivement aussi par l'assiette, mais pas que, parce que c'est avant tout une lutte sociale et politique. Mais ouais, on pourrait en parler sûrement pendant des heures. Tu veux dire 2 mots sur ce que c'est le spécisme, peut-être ? Le spécisme, en gros, c'est un système d'oppression qui se base sur la notion d'espèce pour discriminer les individus. Grossièrement, c'est le système dominant dans lequel on peut être amené à considérer que certaines espèces auraient plus de droits que d'autres. Et globalement, dans ce système-là, ce sont les humains et les humaines qui exercent une domination sur les autres animaux. On parle d'ailleurs de suprémacisme humain pour parler de cette domination. Et donc, c'est ce qui justifie notamment que nous allons manger certains animaux et pas d'autres. Ok. Non, j'ai une dernière question peut-être pour revenir à ce que tu disais, notamment sur la grossophobie. Je vais poser une question assez naïve. Je pense qu'une personne pourrait dire oui, mais la diététique, l'objectif, c'est quand même plutôt d'être en forme, de perdre du poids, etc. C'est une vision assez naïve, mais je pense qu'elle est assez partagée. Du coup, toi, comment t'expliquerais c'est quoi la diététique ? C'est quoi le but, en fait, pour la personne qui vient te voir ? C'est super intéressant ce que tu décris parce que tu dis être en forme, perdre du poids comme si les deux étaient corrélés, alors qu'en fait pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que la diététique ? Je ne saurais pas le dire parce que je pense que chaque personne a une pratique différente. Et donc, du coup, je pense qu'il faudrait le dire individuellement, mais je peux parler de ma pratique. Moi, ma pratique, c'est d'essayer de répondre aux attentes des personnes que je reçois en consultation en les amenant vers une alimentation équilibrée, respectueuse de leurs contraintes diverses, qu'elles soient financières, matérielles, parentales, professionnelles, mais aussi dans le respect de leur culture, de leurs valeurs, de leur éthique, de les accompagner à aller vers les objectifs qui sont les leurs. Si objectif de perte de poids ça ne passera pas par un régime amincissant pour ce qui me concerne, mais ça peut passer par un travail de reconnexion à ses sensations alimentaires et tout un temps aussi d'écoute qui me semble être important, et un travail globalement comportemental aussi vis-à-vis de l'alimentation qui est souvent sous-coté, il me semble, dans la discipline. Enfin, voilà, c'est un petit peu la façon que j'ai de travailler. Et du coup, est-ce que c'est représentatif de ce qui se fait dans le métier ? Pas forcément, mais on est quand même nombreux et nombreuses à pratiquer de cette manière et je trouve ça assez chouette. Merci. T'as une dernière question ? Non, c'est bon, j'arrête là. Eh ben, ça va être le moment de notre pause musicale. On écoute quoi, Sohan ? J'ai choisi un morceau du groupe B12. Y'a pas de place pour les carnistes chez les antifascistes. Pas de place pour les racistes chez les animalistes. Horrifiés à l'idée de prioriser entre les minorités. On est de ces militants que l'on tente à salir au JT. La cause sitôt qualifiée n'est que pour sa frivolité. Ces atrocités dont certains ne font pas leur priorité. Combien de vies d'animaux brisés, ovidés ou bovidés, idées dominés dont le sort est minorisé par vos idées. La solidarité est phagocytée. Y'a pas d'état de sommité de la gauche qui ont à la bouche les animosités. 3,8 milliards à agoniser. Chaque jour voit favorisés, tels qu'aux élus et les luttes atomisées. Sommet d'arbitrer entre les opprimés. C'est la méthode Emmanuel Todd déprimé de pas voir le genre homme opprimé. De même qu'on refuse le choix entre prolétaires et racisés. Entre animaux et humains, y a pas idée d'hierarchiser. On se voit stigmatisé parce qu'on a refusé de pactiser et décidé de s'activer malgré ce que c'est réactisé. On portera tous le même soin, ceux qui sont proches et même moins. B12 lève un seul et même point s'il faut schématiser. À les entendre, le lobby vegan est partout. Autant rire qu'il s'étouffe avec du tofu. Fou, moi le camp vite fait, B12.
On vient légumiser les Français, grand remplacement dans leurs assiettes. Soja local, à la place de leur steak vida loca. Libération animale, L1312 végétalien par balle. Je viens balafrer ta dissonance cognitive. En guerre pour le vivant, un instinct primitif. Plus de bœuf, des carottes, plus de volailles. Moins de keufs, plus de bottes de représailles. C'est l'avènement des kickers anticipés. T'avais qu'à demander avant de dissiper. Imagine Roussel, à poil sur une saucisse. Le carrousel, couvert du sang de leur sévice. Imagine qu'on soit des bêtes avides de vengeance. Qu'on réclame justice, qu'on brise l'allégeance. T'es malamine, c'est notre peur à la mine. 5 poteaux mangeurs de cobalamine. Avec mes 4 amis, Clara Janine. Devant le carnage animal, on s'agite. Des balles la rime. Autant antifasciste qu'animaliste. Autant te faire la maldité sur la liste. Ya, t'es malamine, c'est notre peur à la mine. 5 poteaux mangeurs de cobalamine. Avec mes 4 amis, Clara Janine. Devant le carnage animal, on s'agite. Des balles la rime. Autant antifasciste qu'animaliste. Autant te faire la maldité sur la liste. La team des 5 fantastiques, 5 islamo-gauchistes, 5 wokistes, 5 fruits et légumes barjossés sur ta liste. J'kick sale, vu que ton monde perso est bien propre. Pas d'autotune crare et tu t'es vraiment cru sur Skype. A tellement pas Moulaga, ils vendent toutes leurs semaines à Moulaga. Ça veut jouer le gangsta mais t'es qu'une boucard. Comme Evil j'ai les yeux qui guettent sous la trappe. Mes lyrics sortent une économie comme tellement ça fout la rage. P12, paraît que ça te démonte comme une clé douce. Ça se partage comme une partouze, prends le Kleenex, y'en a partout. Ça fait zizir comme une patate dans la mâchoire d'un comme une cartable pour outrage à agent de la PAC. En rouge et noir mais rien à voir avec Jeanne Masse. Du vert sur l'étendard Eco-Warrior en pleine lutte des classes. Les 5 samouraïs, vu qu'il y en a 2 qui sont fessés beaucoup. Construit les barricades pas là pour se faire un sudoku. On a un peu tout château du clan BZ tout. C'est juste un avant-goût. Crois pas que les gars rivalisent. Leur tas de rimes factices et leur charivari salissent la vie. On te lâche du classique même si parmi la team y'a pas Vivaldi. Quand même Fat et la piste tellement ça qui ça rime. T'as l'impression ici qu'on arrive à 10. B12. On bannit le carnisme, les femmes, les racistes. Nous écoute pas si tu fais partie de la liste. Affirmatif. Avec nous le sol craque, le terrain est classé à risque. On a des phases qui braquent, le crâne est radicaliste. On quitte des rangs des animalistes, ceux qui valident marine. C'est pour mes rames, mes gammes, mes crames et barrés de l'affiche. On te ramène rap, grave, scratch. Imagine l'impact du crash quand les artistes s'appliquent à Killazik. Tu sois de province ou Paris, l'ami. Dans tes oreilles, you represent comme ton asylmatique. Jam en une frappe qui radie. Scalpel incise avec sa rime, la cible avant que Naïm l'abîme. Quant au visuel, ça il habite pas de pipeau. Avec le coup de crayon, Joe Petch dans Casino. T'es malamine, sur notre peur à la mine. 5 poteaux mangeurs de cobalamine. Avec mes 4 amis, Clara Janine. Devant le carnage animal, on s'agite. Des balles la rime. Autant antifasciste qu'animaliste. Autant te faire la maldité sur la liste. Ya, t'es malamine, c'est notre peur à la mine. 5 poteaux mangeurs de cobalamine. Avec mes 4 amis, Clara Janine. Devant le carnage animal, on s'agite. Des balles la rime. Autant antifasciste qu'animaliste. Autant te faire la maldité sur la liste. 12. C'est fini. Du coup, Sohan, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, le titre et le groupe de la chanson que tu as choisi et pourquoi tu as choisi ça? Ouais, le groupe c'est B12, hein, tout simplement. Et le titre, je sais pas, je suis pas trop sûre de la prononciation, mais ça serait quelque chose comme Ordeari. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est un groupe antispéciste qui me donne une patate d'enfer que vous imaginez même pas, tellement je suis dans la retenue actuellement. Et qui promeut aussi un discours convergent, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque dans nos luttes, donc la dimension convergente au niveau de l'antispécisme, et c'est aussi l'occasion de rappeler aux personnes concernées de prendre leur B12. Si vous mangez quoi la pas, B12, Sohan ? Alors c'est une vitamine qui peut faire défaut dans le cadre d'une alimentation à dominante végétale, donc chez les personnes végétariennes et végétaliennes, c'est important de se renseigner sur la complémentation en vitamine B12, et c'est aussi le cas des personnes qui consomment peu de viande et peu de poisson. Donc voilà, j'en profite pour glisser ça au passage. Merci. Et ben ça va être l'heure du jeu. Alors j'avais fait un jingle un peu pété que je vais vous livrer un peu comme ça. Tonton, c'est le cucu, c'est le zizi, c'est l'heure du quiz. Mais oui.
Merci beaucoup Natacha. Et donc en effet on va passer à un petit jeu. Donc le but ça va être de vous poser quelques questions autour de curiosités, de légendes urbaines, de mythes autour de l'alimentation bien évidemment. Alors à chaque fois vous aurez plusieurs propositions de réponses et après je ferai une petite explication plus ou moins longue, on verra. Comment on fait pour répondre en premier? On dit notre prénom avant de répondre? Non, je vous donnerai chacun vous pourrez donner votre réponse. Oh. Ok. Ça vous va? Alors évidemment les auditrices et les auditeurs sont invités à essayer de répondre également. Est-ce que c'est tout clair pour vous? Ouais. Oui. Alors il y aura que 3 questions parce qu'après vous allez voir je développe un petit peu dans la réponse et on pourra discuter un petit peu. Alors question numéro 1, donc pour cette question on va parler d'une maladie qui n'existe plus aujourd'hui, en tout cas on a plus de diagnostic là, que l'on a appelé pendant très longtemps la chlorose. Alors si vous savez ce que c'est pour l'instant ne dites rien. Je ne veux pas trop vous en dire pour l'instant, j'y reviendrai dans mon explication, mais sachez que c'est une maladie qui a été décrite environ du XVIe siècle, voire depuis Hippocrate d'après certaines sources, et jusqu'au début du XXe siècle à peu près. Alors elle a eu plein d'autres noms, on l'appelait la fièvre blanche, les pâles couleurs ou la maladie blanche. Et en Angleterre, on l'appelait The Green Sickness, donc la maladie verte. Il ne faisait pas comme tout le monde. Comme son nom l'indique assez bien, elle était donc caractérisée par une pâleur importante des personnes atteintes. Et on va le voir, ça touchait une partie de la population en particulier. On arrive à la question. Donc il y a une pratique alimentaire qui existait à cette époque et qui était à l'origine d'un certain nombre de cas de chlorose. Quelle était donc cette pratique? C'est ma question et je vais vous donner 3 propositions différentes. Alors, première proposition, est-ce qu'il s'agit de jeunes filles qui ingéraient du charbon, de la chaux ou de la craie pour obtenir un teint de peau clair et donc désirable, selon les normes de beauté de l'époque? Est-ce que c'est, deuxième possibilité, est-ce qu'il s'agit de veuves à qui l'on recommandait de faire bouillir et d'ingérer le linge de leur défunt mari pour en acquérir la force, selon une croyance dans certaines régions? Ou troisième possibilité, est-ce qu'il s'agit de futures épouses qui devaient se priver, selon une tradition, de nourriture pendant 21 jours avant le mariage pour pouvoir entrer dans le corset le plus serré possible? Dans tous les cas, la réponse « ah là là là, le patriarcat » sera acceptée. Amen. Oui, on se rend compte que c'est que les femmes, meufs qui morflent évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Ouais. C'est l'ingestion pour la première. Alors, ou c'est juste se mettre sur la peau? Non, l'ingestion de charbon, de chaux et de craie. La deuxième, c'est manger du coup les linges du défunt mari. Et la troisième, c'est ne plus bouffer 21 jours avant le mariage. J'ai l'impression que dans les 3, on peut plutôt mourir. Alors, peine à savoir. Oui, non, mais il y a des gens qui en mourraient. D'accord. Oh, je te confirme. Je dirais plutôt la une. Ouais, moi aussi, Avistodenas, je partirais sur la une. Ouais, pareil. Moi, je suis tentée par la deuxième, juste pour le côté exotique de la pratique. Donc, et en fait, c'était la 3. Gabriel sur la 2, Natacha, Pascal et Sohan sur la 1. Ouais. C'est ça. Et bien, la bonne réponse, c'était la première, en effet. C'était donc la savoir. Je sais pas si c'est une vraie victoire. L'ingestion. Déjà, ça n'existe plus. Enfin, plus sous cette forme-là, en tout cas. Je vais vous expliquer un petit peu ce dont il retourne. Donc, c'est la première proposition, à savoir l'ingestion de charbon, de chaux ou de craie dans du vinaigre pour obtenir un teint de peau clair. Alors, j'ai découvert cette pratique en m'intéressant à la maladie de Pica. Alors, vous connaissez peut-être la maladie de Pica, c'est une forme de TCA, oui. C'est une forme de TCA où on mange, en gros, des choses qui ne sont pas censées être mangées. Comestibles, ouais. Oui, donc rien à voir avec les Pokémon, la maladie de Pica rassemble de nombreuses pratiques qui consistent à manger de manière régulière des substances non nutritives et non comestibles. Alors il y aurait beaucoup de choses à raconter sur la maladie de Pica. Elle peut être due à des causes médicales, psychiatriques, psychosociales ou culturelles. Il y a par exemple de très nombreux exemples à travers l'histoire et dans de très nombreuses cultures d'ingestion de terre et particulièrement d'argile, ce qu'on appelle la géophagie. Voilà, donc c'est une forme de la maladie de Pica. Bref, il se trouve que dans de très nombreux cas, ces comportements sont dus à des contraintes sociales, culturelles et ou environnementales. Par exemple des famines et des guerres, mais également à cause d'injonctions sociales, comme c'est le cas ici. Il faut avoir la peau pâle pour être désirable, donc bouffer du charbon et de la craie. Et cette pratique, elle est décrite entre autres par l'un des plus grands philosophes du scepticisme en personne. Puisque c'était Montaigne qui en a parlé dans le premier livre de ses essais. Alors je vous en livre un petit extrait, bon c'est du vieux français mais je fais confiance à vos esgourdes pour comprendre. Il disait ceci: « J'en ai vu engloutir du sable de la cendre et se travailler à pointe nommée de ruiner leur estomac pour acquérir les pâles couleurs. » Eh oui. Pour en revenir à la chlorose, l'histoire des théories explicatives de cette maladie est un florilège de sexisme.
Tantôt c'était dû à l'abstinence, tantôt c'était dû à la masturbation, tantôt au chagrin, aux pensées inavouables, et souvent c'était lié à l'hystérie. Et le meilleur remède, bien évidemment, ça restait le mariage. Il faut attendre 1893 pour qu'un médecin écossais du nom de Ralph Stockman démontre que la chlorose peut s'expliquer par une déficience en fer. Alors, c'était pas encore gagné, parce que l'idée va avoir du mal à s'imposer, probablement que l'hypothèse d'une maladie liée à la faiblesse nerveuse et sexuelle supposée de la femme, ça fonctionnait bien dans l'air du temps. Il faut attendre d'autres travaux encore, et les années 1930 pour que la chlorose soit définitivement enterrée et remplacée, vous l'aurez peut-être deviné, parce que l'on nomme aujourd'hui l'anémie fériprive, à savoir une carence en fer. Est-ce que je peux faire ma prof vite fait ? Oui. Alors, en fait, les femmes donc se torturaient pour avoir le teint pâle. Mais pourquoi, à cette époque-là, on voulait absolument le teint pâle ? Eh bien parce que ceux qui avaient le teint pâle, c'était ceux qui ne travaillaient pas. Du coup, les bourgeois et les aristocrates. Le fait d'avoir le teint pâle, en fait, ça rejoint aussi la lutte sociale. C'est le fait d'avoir le teint pâle, c'était faire preuve qu'on ne travaillait pas et qu'on avait un certain statut social. Et ceux et celles qui travaillaient, elles avaient la peau forcément allée ou abîmée ou etc. Du coup, voilà. Ce qui a changé au cours du XXe siècle, parce que maintenant, la classe, c'est d'aller se faire bronzer à l'autre bout du monde. Alors, maintenant, c'est encore en train de changer, je crois, parce que cancer on de la peau, cancers. toi-même, tu sais. Ouais. On a des dermatos. Alors, on va passer à la question numéro 2, si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques. Et là, on va mêler alimentation et dimension politique, voire même révolution. Alors, vous connaissez certainement l'expression « manger les riches », on en a déjà parlé au moins 2 fois, je crois, depuis le début. Et de ce que j'en ai lu, donc c'est une expression qui est pas mal redevenue à la mode ces dernières années. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est le titre d'un livre de Nora Boisouni, sorti il y a quelques mois et qui est sous-titré « La lutte des classes passe par l'assiette ». Et sur les réseaux sociaux, l'expression est utilisée très souvent dès que les riches font un peu n'importe quoi. Oui, je vous entends chuchoter que c'est très souvent, mais je ne me permettrai pas. Alors, on l'utilise en français évidemment, mais elle est utilisée dans de nombreuses langues, en anglais bien sûr, avec le Eat the Rich, qui est d'ailleurs le titre d'une chanson de Motorhead. Il y a même une page aussi. Et de Aerosmith aussi. Voilà, on apprend des trucs. Il y a même une page Wikipédia Mangeons les riches qui est traduite en 11 langues. Alors par exemple en italien ça donne Mangiai ricchi, en portugais Comam os ricos, en turc Zengeleri yeyin, et même en bokmål qui est parlé en Norvège et où ça se prononce quelque chose comme Spis de rik. Voilà, bon bref, et dans plein d'autres langues dont je ne sais même pas lire l'alphabet. Autant les régimes alimentaires varient d'un pays à l'autre, autant cet intérêt pour manger les riches semble partagé à travers le monde entier. Bref, si on entend souvent cette expression aujourd'hui, j'ai appris qu'elle avait en fait une longue histoire. Et là, on arrive enfin à ma question. Cette expression « manger les riches » est attribuée à un écrivain très connu. Ma question est, de qui s'agit-il ? Je vous laisse chercher un peu, si vous ne trouvez pas, je vous donnerai quelques propositions. Ah, tu nous donnes même pas de propositions ? Vous voulez des propositions tout de suite ? Pardon ? Tu peux nous dire en quelle langue il a écrit, quelle est la langue originelle ? Oui, très bonne question. Alors, c'est écrit en français. Donc je peux vous dire au moins que c'est un auteur francophone. Est-ce que tu peux nous mettre un siècle ? 18e. C'est un auteur anarchiste ? Au 18e, je crois pas Pas que ça vraiment. existait. Ouais, non, en tout cas, non, c'était pas théorisé en tout cas en tant qu'anarchiste. Un auteur du 18e, c'est un auteur des Lumières, genre ? Oui. Oh, on va faire... je vous donne des propositions si vous voulez. Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau. Attends, on a droit à une réponse chacun. C'est quoi les règles là ? Est-ce qu'on peut préciser les règles ? Est-ce que vous voulez donner une réponse chacun ou je vous donne des propositions ? Des propositions. Alors je vous donne 4 propositions. Ouais. Est-ce qu'il s'agit de Jean-Jacques Rousseau ? Est-ce qu'il s'agit du marquis de Sade ? Est-ce qu'il s'agit de Émile Zola ? Ou est-ce qu'il s'agit de Voltaire ? Je tenterai ma chance avec le marquis là pour le coup. Non, pas moi. Alors c'est sûr, c'est pas Zola parce que c'est pas le bon siècle. Mince, j'aurais pas dû le dire avant. Ou alors il moi, s'est j'aurais planté été sur et Zola, c'est Zola justement, et il pour a la... confondu de siècle. Pardon, Sohan ? J'aurais été sur Zola, moi, justement, parce que je sais qu'il a beaucoup traité de la lutte, enfin de la condition ouvrière, et du coup, manger les riches, ça me paraissait... Zola, c'est le plus à gauche des 4. De contexte, quoi. C'est Zola, du coup ? C'est pas Zola. Non, j'ai quand même dit le bon siècle après. Je sais pas, l'erreur est humaine. Okay. Eh bien, je dirais peut-être Voltaire. Non, je dirais plutôt, je sais pas. Est-ce que vous voulez faire une proposition quand même ? Voltaire. Moi, je pense Voltaire. ne pas me tromper en disant un auteur chiant. Voltaire, il est pas si chiant en vrai. Voltaire. Pascal, tu veux proposer quelque chose ? Moi, je pensais à Babeuf, mais non. C'est pas dans les propositions. Mais je sais, c'est pour ça que j'y ai pensé avant, mais c'est pas lui. Je sais maintenant que c'est pas lui.
Et Soane, tu veux proposer quelque chose? Non. Ok. Alors, vous l'avez pas dit, la bonne réponse c'était Jean-Jacques Rousseau. Et ouais. Bon, en réalité, on sait pas vraiment si Rousseau a vraiment dit ça, hein. C'est une information de troisième main. Je vous explique vite fait. Si on remonte l'histoire de cette expression, la première utilisation est mentionnée par Adolphe Thiers dans son histoire de la Révolution française en 1823. Bon, Adolphe Thiers, on va pas se mentir, il n'était pas ultra chaud pour manger les riches a priori. Donc pour rappel, ça a été le premier président de la Troisième République et il est entre autres connu pour avoir réprimé dans le sang le mouvement révolutionnaire de la Commune de Paris en faisant exterminer 20 000 révolutionnaires en une semaine. C'est pas mal. D'ailleurs, vous savez peut-être que régulièrement, il y a des villes qui font changer le nom de leur rue ou des places qui portent le nom de Adolphe Thiers. C'est le cas à Amiens, Nancy ou Tours, par exemple. Mais nous, à Toulouse, on en a toujours une, vous connaissez peut-être, quartier Sainte-Agne. Bref, revenons-en à nos riches que certains voudraient manger. Adolphe Thiers rapporte donc un discours d'un certain Pierre-Gaspard Chaumette, qui était chef de file des sans-culottes et procureur de la Commune de Paris, un vrai révolutionnaire donc. Et Chaumette aurait donc prononcé un discours à Paris en octobre 1793 dans lequel il aurait eu ces mots. Rousseau était peuple aussi et il disait « Quand le peuple n'aura plus rien à manger, il mangera le riche ». Voilà, c'est la seule trace qui attribue à Rousseau cette expression. Ce qu'il a réellement prononcé, c'est pas clair, mais en tout cas, c'est ce qu'a retenu l'histoire. Merci. Ouais, merci. Voilà, maintenant vous le saurez, vous pourrez vous la péter la prochaine fois que vous entendez manger les riches. Alors on passe à la troisième et donc dernière question. Donc vous avez déjà probablement entendu dire que les épinards étaient un aliment extrêmement riche en fer. On revient au fer encore une fois. Mais vous avez peut-être aussi déjà entendu dire que cette affirmation avait été largement exagérée. Et ma question, ça va être, savez-vous d'où vient cette erreur à l'origine? Alors je vous donne 4 possibilités. Je sais aussi. Et moi, je pense que vous ne savez pas vraiment. Alors, première question, c'est à cause de l'influence de Popeye, le personnage ultra balèze qui se gavait d'épinards. Oui. C'est dû à une erreur de frappe dans une publication scientifique. 3, cela vient d'une publicité mensongère d'une firme américaine qui vendait des épinards en boîte. Ou 4, aucune des 3 premières propositions. C'est un peu méchant. Alors, moi, je dirais Popeye et la faute de frappe. Alors moi, j'étais sur la faute de frappe. Il me semble que c'est une erreur de virgule qui a décalé d'une dizaine, il me semble. Est-ce que vous avez des propositions? Non, moi je dis que c'est vrai parce que Popeye, quoi. Gabriel, t'avais quelque chose? Non, pas du tout, mais je suis assez d'accord. Je te fais confiance, Soane, t'as l'air de maîtriser le sujet. Donc moi, je vais rester sur la virgule, mais je vais la faire suivre de Popeye. Qui je pense a quand même grandement participé en tout cas à répandre la croyance. Je pense que c'est les deux en fait. Ouais, alors très bien, déjà vous avez éliminé le truc de la publicité mensongère, ça a priori ça n'existe pas. Mais en fait la bonne réponse était aucun de ces 3 là. Alors je vais vous raconter un peu l'histoire, mais je vous préviens, c'est un sacré bordel, les épinards et le fer, c'est très compliqué. Déjà oui, l'épinard contient du fer, mais pas tant que ça. Alors je parle sous contrôle de Soane, mais des légumineuses comme les pois chiches ou les lentilles en contiennent davantage par exemple. Je t'avoue que j'ai pas les tables nutritionnelles en tête, mais c'est toujours une question d'équilibre. D'accord. De toute façon. Donc, bon, c'est ce que j'ai trouvé. Alors d'où vient cette idée alors? Des riches, quoi, que dans les alors riches. pour l'histoire. Alors d'où vient l'idée? Donc pour l'histoire de Popeye, c'est clair qu'il a contribué à véhiculer le mythe, mais il n'en est pas à l'origine. D'ailleurs, le lien entre les épinards, le fer et la force de Popeye n'est jamais énoncé dans l'œuvre. Il dit même clairement que c'est la vitamine A dans les épinards qui lui donne sa force. Rien à voir, mais en préparant le quiz, j'ai découvert aussi qu'il existait une théorie selon laquelle les épinards dans Popeye sont une métaphore du cannabis. Voilà. Donc deuxième théorie dont Soane a parlé et dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est celle de l'erreur de frappe dans un article scientifique. Et je voulais vous poser cette question justement parce que cette explication est également un mythe, ce qui en fait une sorte de métamythe. Alors, je vous explique, ou du moins je vais essayer. Alors, plusieurs histoires se mélangent, mais l'idée serait qu'un chimiste allemand du nom de Emil von Wolf, ou Erich von Wolf dans certaines versions, aurait évalué la teneur en fer de nombreux aliments et qu'en retranscrivant, il se serait trompé et aurait tapé 27 mg au lieu de 2,7 mg pour 100 g d'épinards. Alors dans une autre version de l'histoire, c'est plutôt sa secrétaire qui aurait mal recopié, comme par hasard. Non, parce que c'est une meuf, elle comprend bien nos chiffres. Je pense que c'était ça un peu l'idée derrière. Et parfois on parle aussi d'un autre chimiste allemand du nom de Gustav von Bung qui serait à l'origine de l'erreur, mais cette fois en 1890. Bref, c'est flou. Mais surtout, c'est faux. Des gens, notamment un criminologue, oui, ça n'a rien à voir, du nom de Mike Sutton, s'est replongé dans les documentaires de l'époque et cette histoire de virgule décalée n'a jamais existé. On a bien retrouvé l'article de von Wolf et la teneur en fer des épinards est tout à fait correcte.
Si la teneur élevée en fer des épinards est un mythe, l'histoire de la virgule mal placée en est un aussi. Mais alors, d'où ça vient ? Alors la première fois que l'on entend parler de cette histoire, ce serait en 1972 par Arnold Bender, expert en nutrition britannique et par ailleurs grand pourfendeur des médecines alternatives, qui raconte cette histoire dans un colloque. Histoire qu'il a en fait probablement inventée. Ou bien il s'est mélangé les pinceaux, on ne sait pas trop. Cette fausse histoire de virgule mal placée est ensuite reprise un peu partout. On la retrouve notamment dans un article intitulé tout simplement « Fake » d'un auteur qui s'appelle Amblin dans le British Medical Journal. L'histoire du fer et des épinards, c'est un exemple incroyable de tentative de debunk qui finit par raconter n'importe quoi. Toute cette histoire a été analysée dans les années 2010 dans plusieurs articles scientifiques. Et notamment, il y a un article de Rek Dahl qui fait de cette histoire l'illustration parfaite de ce qu'il a appelé les légendes urbaines académiques. Et voilà, c'était la fin de ma petite histoire et du petit quiz. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Oui. Merci Nico. Alors maintenant, on va revenir à nos moutons, peut-être. Et on va revenir à notre invité, surtout. Donc, je vais laisser Gabriel... Pardon, Pascal. Partie 2, santé et alimentation. Alimentation et trucs pétés, entre guillemets. C'est moi, ouais. Pardon. Peu importe. Du coup, on revient à nos moutons et donc je vais te poser des questions sur l'alimentation et les croyances un peu pétées autour de l'alimentation. Pardon. Et du coup, il y a des ponts à faire entre la critique des pseudomédecines et la vulgarisation sur la nutrition. Il y a plein de trucs sur la nutrition et la diététique complètement pétée, comme la chrononutrition, comme les régimes du camp et autres choses. Si vous savez pas ce que c'est, tant mieux, n'allez pas chercher, de toute façon c'est pété. Du coup, est-ce que tu as une pratique ou une croyance sur l'alimentation qui vient des médecines alternatives dont tu voudrais nous parler ici, en bien ou en mal? Moi, par exemple, pendant très longtemps, j'ai cru que le rééquilibrage alimentaire n'était pas un régime. Et ça fait peu de temps que je sais que ce n'est pas un régime. Pareil. Donc, voilà. Enfin, quoique, ça se discute. Oui, mais enfin... Ça se discute. Écoute, il y a bien un truc auquel je pense par rapport à la question que tu me poses. C'est le micro. Est-ce que tu peux t'approcher du micro comme ça? Hop. Yes, c'est mieux comme ça? Oui, okay. Oui, vachement mieux. Il y a bien un truc auquel je pense pour répondre à ta question, mais qui ne serait pas forcément propre aux pseudo-médecines, mais qui quand même infuse beaucoup dans ces milieux-là. Ce serait la croyance selon laquelle l'alimentation peut tout régler ou presque en termes de santé. Et ça, c'est souvent illustré par cette citation qu'on emprunte à Hippocrate et qui a priori ne serait pas forcément de lui d'ailleurs, que ton aliment soit ton médicament. Et je pense que c'est une croyance qui infuse aussi bien dans les pseudomédecines que dans la société globalement, et que cette croyance, elle est particulièrement coûteuse et dangereuse parce qu'elle fait penser aux gens déjà que leurs problèmes de santé découlent de leur choix de mode de vie ou choix d'alimentation, ce qui est très souvent faux. Et elle fait aussi porter à ces personnes la responsabilité et la culpabilité de leurs problèmes de santé, là où en fait les solutions ne leur appartiennent pas vraiment, quoi. Et ça contribue aussi à détourner pas mal de personnes de solutions thérapeutiques éprouvées, qu'elles soient médicamenteuses, chirurgicales, psychothérapeutiques ou que sais-je, mais en tout cas qui ne sont pas de l'alimentation. Et voilà, je pense que c'est un truc à vraiment questionner, c'est-à-dire relativiser un peu l'impact de l'alimentation dans les considérations de santé. C'est-à-dire que l'alimentation a effectivement un rôle à jouer, sinon je ne serais pas pro de santé, je n'exercerais pas la diététique. Je suis persuadée que l'alimentation est quelque chose d'important, mais ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la santé. Et je pense qu'il faut savoir relativiser et replacer ça dans un contexte qui n'est pas que individuel d'ailleurs, qui peut être sociétal et un peu plus large. Donc voilà, c'est un peu le truc, moi, c'est un peu mon cheval de bataille, ça. Super. Et justement, du coup, parce qu'on voit quand même pas mal sur Insta, sur les réseaux, et même il y a pas mal de bouquins qui sortent, de gens qui tiennent des discours pétés, je vois pas d'autres mots, sur l'alimentation, et justement qui font porter la responsabilité aux gens de leur surpoids ou de leurs problèmes de santé, etc. etc. Du coup, toi, est-ce que tu as des astuces à nous donner pour reconnaître le charlatanisme, en fait, déjà, et les mauvais disques, enfin les pratiques trompeuses ou dangereuses, les mauvaises pratiques qui sont vachement diffusées sur vachement de réseaux sociaux?
Un premier truc, je pense, alors ça fait un peu argument d'autorité, mais c'est de regarder un petit peu quelle est la qualification de la personne qui s'exprime. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont un diplôme pour exercer la diététique vont forcément dire que les choses pertinentes, mais c'est quand même un bon premier filtre, il me semble, donc de privilégier les professionnels de santé qui sont formés à la diététique et à la nutrition, donc les médecins nutritionnistes et les diététiciens et diététiciennes. Et c'est tout. Donc a priori, ce sont les seuls professionnels de santé qui sont qualifiés pour parler de ce sujet-là. Après, dans ce milieu-là, il y a aussi par moments des choses qui sont un peu moins rigoureuses, voire carrément problématiques. Il me semble que de ce point de vue-là, un autre point de vigilance, ça peut être d'essayer de regarder si la personne fait preuve de nuance dans ses propos. Une personne qui est toujours extrêmement catégorique, c'est un peu suspicieux à mon sens. Et aussi peut-être un autre point de vigilance, ça serait de regarder si la personne attribue des capacités ou des prétentions extraordinaires à un comportement alimentaire ou un complément alimentaire ou un choix d'aliments ou quelle que soit la thématique choisie. Voilà. Est-ce qu'il y a de la mesure dans les effets attendus vis-à-vis de la proposition qui est faite, que ce soit en termes de prévention ou à titre curatif ? Il me semble que ça peut être un bon point de départ déjà pour essayer de filtrer sur les réseaux sociaux les choses auxquelles on est confronté. Par exemple, désolée, je laisse la parole après. Par exemple, quand on parle de super aliments, on rentre dans ce genre de truc-là. Ouais, on dit clairement. Il faut se méfier. Si c'est pas dit de manière ironique, c'est pas ok en fait. Il n'y a pas de super aliments, ça n'existe pas. Il y a des aliments qui ont certaines compositions qui peuvent être intéressantes en certains nutriments, et c'est tout. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Ouais. Ok. À l'inverse, si on sort des choses dites alternatives et qu'on regarde du côté de la médecine conventionnelle et des pouvoirs publics, tout ne semble pas parfait non plus. Et est-ce que toi, tu as des chouchous, ironiquement, parmi les pratiques et croyances fausses ou problématiques qu'ont pu promouvoir ou peuvent promettre encore aujourd'hui les pouvoirs publics et le complexe agro-industriel ? Ouais. Et sur ce sujet-là, je peux citer un truc, notamment tu parles du complexe agro-industriel. Et par exemple, les professionnels de la grande distribution ou de l'agro-industrie, ils vont avoir à cœur de démonter systématiquement le Nutri-Score. Le Nutri-Score, il va être constamment pris pour cible et essayer d'être dévalorisé, alors que c'est un outil qui a largement fait ses preuves en termes d'efficacité pour améliorer, entre guillemets, les comportements d'achat d'un point de vue nutritionnel. Et il y aura toujours les lobbies de l'agro-industrie et de la grande distribution derrière pour essayer de torpiller cette initiative, parce que ça leur fait perdre des thunes, en fait. Alors que c'est un outil de santé publique qui est incroyable. Et ils ont déjà dépensé des milliards et des milliards pour enrayer la mise en fonction du Nutri-Score. Ils sont encore actuellement en train de lutter pour limiter sa diffusion, pour empêcher que ça soit obligatoire. Et voilà, sur la base d'arguments complètement fallacieux, complètement pétés, mais qui sont régulièrement repris par des décideurs et des élus politiques dont on peut questionner les liens d'intérêt avec l'agro-industrie de ce fait, parce que c'est un peu les mêmes discours qu'on va retrouver. Donc voilà, donc ça c'était pour l'aspect agro-industrie. Et pour ce qui concerne les pouvoirs publics, il y a effectivement un discours qui me semble problématique, qui est encore diffusé, qui tient au fait que les recommandations, par exemple, de l'ANSES sur la consommation humaine de soja, elles sont un peu datées. Elles reposent sur des études scientifiques un petit peu datées. Et si on s'intéresse à la littérature scientifique récente, comme l'ont fait les membres du conseil scientifique de l'ONAV dans une position scientifique sur le sujet, il s'avère que la consommation de soja n'est pas aussi problématique qu'elle peut le paraître quand on lit les publications de l'ANSES. Donc, est-ce que je ne pense pas que ce soit intentionnel. Je pense que c'est simplement lié au fait que ces positions, elles datent un petit peu et qu'elles mériteraient d'être mises à jour. Mais ça fait partie des choses qui infusent actuellement, et j'ai souvent besoin en consultation de rassurer mes patients et patientes sur le fait que manger du tofu, c'est pas problématique, et que non, ça ne féminise pas les petits garçons, que non, ça ne va pas occasionner des problèmes de santé comme beaucoup de personnes s'y attendent, et que non, c'est pas un désastre écologique non plus, au passage. Oui, parce que niveau désastre écologique, je pense que du coup, toute la culture dont on a besoin pour nourrir le bétail, c'est largement au-dessus des cultures de soja, quoi. Tellement, ouais. Par exemple. Ah, c'est à moi. Oui.
Oui, donc on l'a dit que tu es spécialiste dans les alimentations végétales. Est-ce que les personnes végées ont des problèmes particuliers récurrents, notamment s'ils ne font pas attention? On a parlé tout à l'heure des carences en B12, peut-être qu'il y a d'autres choses en particulier auxquelles il faut être attentif. Est-ce qu'on va mourir et devenir tout pâle? La chlorose. Tant que tu manges pas du sable et du charbon, ça va. Les cailloux, c'est délicieux, pourtant je comprends pas pourquoi tu... mais c'est rigolo parce que quand tu me parles les problèmes récurrents que les personnes végétariennes peuvent avoir, ben moi je pense pas à des problèmes nutritionnels d'instinct. Je vais plutôt penser au fait que ce sont des personnes qui vont subir la désinformation au sujet des alimentations végétariennes et végétaliennes, et que ce sont des personnes qui vont rencontrer beaucoup de difficultés pour faire respecter leur choix alimentaire, que ce soit dans leur milieu professionnel, amical, personnel, ou y compris auprès des professionnels de santé. Moi, c'est les principales vraies problématiques que je vois, en fait, que subissent les personnes végétariennes. Après, d'un point de vue nutritionnel, ben, en fait, il peut y avoir des personnes qui ont des alimentations moins équilibrées que d'autres. Ça ne tient pas forcément à leur végétarisme ou leur végétalisme. Ça tient souvent au fait que les personnes ne sont pas informées correctement sur la façon d'équilibrer leur alimentation. Donc, on en revient à la problématique d'être exposé à la désinformation sur les alimentations végétariennes et végétaliennes. Et ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Tout à l'heure, tu parlais des lobbies, je pense au lobby des produits laitiers. On a toujours entendu les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et ça reste. Non, tout à fait. Non. Ça reste dans la tête. Quoi, ouais, ça contribue à alimenter l'idée qu'on ne peut pas être en bonne santé sans consommer de produits laitiers. Et c'est encore une idée qui est assez tenace. Et effectivement, ça fait partie des nombreux éléments de désinformation auxquels on peut être exposé quand on choisit d'aller vers une alimentation plus végétale. Très bien. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a du coup des bienfaits sur la santé à être végé? Alors, ou est-ce que c'est encore une question d'équilibre? Il y en aurait, mais ça m'intéresse pas personnellement. Je vais développer pourquoi. Alors, la première raison, c'est qu'en fait, ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, d'un point de vue de la santé, avoir une alimentation végétarienne, on peut tout simplement manger des frites continuellement et c'est une alimentation végétarienne. Est-ce que ça veut dire qu'on est en meilleure santé pour ça? Non. Donc je pense qu'il faut relativiser déjà. Est-ce qu'on parle d'une alimentation végétarienne équilibrée ou pas? Et accessoirement, personnellement, c'est pas un sujet qui m'intéresse forcément énormément. Moi, j'ai surtout à cœur d'avoir la certitude que d'avoir une alimentation végétarienne équilibrée qui permette d'être et de rester en bonne santé, ce soit possible par intérêt pour les personnes concernées. Mais est-ce que ça m'intéresse de savoir s'il y a des bienfaits en termes de santé? Pas forcément. Je pense qu'il y a suffisamment de motivations éthiques ou environnementales qui permettent de justifier d'aller vers une alimentation végétarienne ou végétalienne. Pour moi, c'est pas un argument massu. Ouais. T'as pas envie de mettre le focus là-dessus, quoi. Absolument pas. Je pense qu'en effet, ça a du sens. Ok, il nous reste relativement peu de temps, donc je vous propose de dire les deux dernières, de proposer vos deux dernières questions à Sohan. Donc on va commencer par la question de Pascal, peut-être. Celle-là. Ah mais c'est pas grave. Il y a de la bidouille en direct. Donc dans une de tes vidéos, tu as parlé du rapport compliqué des personnes végées à la médecine. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ces problèmes et est-ce que tu ne penses pas que le travail de gens comme Florence Delry ou toi est en train de changer un peu la donne? Le problème des personnes végées vis-à-vis de la médecine, disons qu'il est un peu plus complexe que les personnes non végées à la médecine, qui ont déjà de très bonnes raisons de s'indigner par moment de la façon dont le système de santé peut les traiter. Mais il y a une globale méconnaissance des alimentations végétales et beaucoup de professionnels de santé ont des préjugés qui les conduisent en fait à mal prendre en charge les patients et patientes végétariennes, végétaliennes, et notamment à attribuer les symptômes à l'absence de consommation de viande plutôt que d'aller explorer les causes réelles de la maladie et à la prendre en charge comme ça aurait pu être fait chez une personne non végée. Donc ça, c'est vraiment très problématique. Il y a une forme de discrimination quelque part qui s'opère vis-à-vis des personnes végétariennes dans la prise en charge médicale. Et est-ce que mon travail ou celui de Florence Delry peut contribuer à améliorer ça? Je pense que pour partie, mais c'est clairement insuffisant. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des améliorations qui soient faites sur la formation initiale des professionnels de santé, sur la formation continue des professionnels de santé, des choses qui sont un peu plus institutionnelles que ce qu'on peut faire nous, modestement, à notre échelle.
Et pour la toute dernière question, Gabrielle. Justement, on va parler d'échelle. Nous, on t'a invité parce qu'on connaît déjà un peu ton discours. Et je pense que je peux parler au nom de tous et toutes pour dire qu'on y adhère et qu'en tout cas, on avait envie justement de te donner une place pour que tu puisses nous expliquer toutes ces choses-là qu'on a envie de diffuser, idéalement au plus grand nombre. Alors, à notre très modeste échelle, toutefois, le Razordoc, on fait ce qu'on peut pour la promotion de l'esprit critique, mais voilà, on a l'audience qu'on a. Campus FM, c'est formidable aussi de nous accueillir, mais pareil, on n'est pas encore internationalement reconnu. Voilà, donc on estime que cette parole-là, elle est importante, et donc c'est pour ça qu'on te la donne. Mais on n'est pas les seuls, je crois, à devoir faire ce travail, et il y a la question des médias qui ont une plus large audience. Et j'ai été toutefois assez contente de voir que tu avais fait des apparitions dans des médias qui ont davantage de public, notamment l'Express, qui a fait ton portrait pour une série qu'ils et elles ont réalisée sur les repentis des pseudosciences. Tu as toi-même contribué à des articles pour Slate et Numérama, ou à un reportage sur les compléments alimentaires de l'émission Investigation sur la RTBF, pour lesquels tu as été interrogé par les journalistes. Du coup, tout ça, c'est super. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, nous, quand on fait la promotion de l'esprit critique, en fait. Que les journalistes, qui s'adressent à un public non expert et beaucoup plus large, donc pas forcément armés contre la désinformation, qui fassent appel à des spécialistes. Donc je me demandais comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que toi, ton audience, en fait, que tu fais sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on t'a contacté ? Est-ce que c'est toi qui démarches les journaux, justement, en estimant que c'est une parole importante à répandre ? Et voilà, donc est-ce que c'est toi qui les contactes ? Est-ce que c'est elles et eux qui t'ont trouvé en faisant leur travail d'investigation qui est important ? Voilà. Et comment, enfin, tu penses qu'on peut encourager ces pratiques que j'estime être assez vertueuses ? Écoute, pour le coup, ce sont les journalistes qui sont venus à moi. Et moi, je démarche absolument personne. Je fais les trucs dans mon coin sans grande considération de comment ça va être reçu. C'est peut-être un tort, je sais pas, mais en tout cas, j'accorde plus d'importance au contenu qu'à la forme ou à la façon dont ça peut être diffusé. Bon. Donc non, les journalistes sont venus à moi et j'ai oublié la suite. Est-ce que je les démarche ? Est-ce que Est-ce que ça s'est bien passé ? Ouais, ça s'est bien passé. Je pense que les journalistes en fait sont tombés sur mon profil de par la création de contenu et la petite place que je finis par occuper sur certaines des thématiques sur lesquelles je suis sollicitée. Ceci étant, j'ai envie de préciser qu'il y a pas mal de sollicitations journalistiques que je rejette en fait parce que j'accepte pas systématiquement de contribuer aux projets pour lesquels on me sollicite, dans le sens où certains projets me paraissent être plus des façons de gonfler son audimat en usant d'une démarche sensationnaliste, parfois dénigrante même pour certaines personnes ou certaines pratiques. Et je suis pas du tout OK avec ça. Donc en fait, je filtre pour essayer autant que possible d'allouer du temps à des choses qui me paraissent pertinentes. Bon, des fois, il y a des petites erreurs. C'est comme ça. On ne sait pas forcément toujours dans quoi on s'engage. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encourager ces pratiques vertueuses ? Eh bien, je ne sais pas. Mais déjà, le fait que tu aies répondu positivement, en tout cas dans plusieurs des fois où on t'a contacté, moi je pense que c'est un bon point. Ouais. Et de ce que tu dis, comme c'est les journalistes qui t'ont contacté, en fait ça veut dire aussi que le travail que tu fais, il paye. En tout cas, il amène de la visibilité. Voilà. Ouais. Et moi je rajouterais qu'on peut s'abonner à la chaîne YouTube Epirtube de Sohan et peut-être qu'on peut passer à l'instant promo maintenant. Sohan, tu veux faire ta promo ? On est bon, on a fini ? Effectivement, j'ai une chaîne YouTube et une chaîne Peertube sur laquelle je publie à intervalles très irréguliers des contenus très divers, généralement en rapport avec la nutrition, les alimentations végétales et parfois les pseudomédecines aussi encore un petit peu. Je suis également sur les réseaux sociaux, un peu trop à mon goût, mais on peut me trouver sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky. Wow, ça en fait. Pas TikTok encore ? Non, ça c'est générationnel, je suis pas encore, j'arrive pas. Et c'est déjà pas mal. Et sinon, j'ai également un site sur lequel on peut retrouver beaucoup de mes contenus sous forme d'articles et sur lesquels il y a des informations sur ma pratique professionnelle de la diététique également, parce que j'exerce aussi la diététique en plus de la création de contenu. Donc, si vous cherchez quelqu'un pour vous
aiguiller, vous conseiller sur de l'alimentation végétale ou pas, vous avez Sohan. Voilà. Qui fait des consultations en visio. Donc même si vous êtes loin, vous pouvez quand même consulter, ce qui est intéressant. On va se dépêcher. Je voulais te proposer de dire un mot, mais on n'a pas le temps, donc je ne le fais pas. Voilà tout le monde. On va conclure. 1 heure de bien remplie. Toutes les questions ont été répondues. On se voit le mois prochain. Enfin peut-être. Bisous. Bisous, merci Sohan. Salut. Excuse-moi. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Vous venez d'écouter Enfin peut-être l'émission, le rendez-vous mensuel de la pensée critique. Une émission proposée par le Rasoir Doc avec le soutien considérable de Campus FM. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes et les autres formats du podcast Enfin peut-être sur toutes les plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous faire vos retours, satisfaits ou critiques bien sûr, et on se retrouve bientôt pour de prochaines réjouissances. Enfin peut-être.